bonjour, aujourd'hui on est au Théâtre Marny pour cette nouvelle édition de Cybercafé. Au programme de cette émission, l'open source pour tous, le cinéma de demain. On s'est attardé un petit peu sur les sites de vente aux enchères, des jeux vidéo bien sûr avec Gilles et Yves, encore et toujours de l'art électronique avec Xavier. Et puis on va découvrir qu'aujourd'hui, on peut désormais mixer sans avoir à transporter ses disques avec du MP3 donc. Olivier, quant à lui, viendra nous relever le tout avec un petit peu de kitsch. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Mais très bien, j'ai passé une excellente semaine et puis on se retrouve dans un endroit magnifique, le Théâtre Marny, pour une émission assez sympa. Oui, Cédric nous a rejoint. Comment les garçons. Cédric? Mais tu n'es pas venu en blonde J'avais promis, mais tout dépensé à Noël, d'où le sujet dont on va parler aujourd'hui, les logiciels open source. Ok. Ah, ceux qui ne coûtent pas cher, quoi. Exactement. Pour la prochaine fois, moi je t'achète une perruque. D'accord, ça sera pour la semaine prochaine alors. Système qui ressemble à Windows maintenant et qui est totalement libre. Alors on va parler de logiciels open source. Alors les logiciels open source, c'est quoi? Oui. C'est un peu comme des logiciels libres en fait. Exactement. On associe souvent ça à Linux, alors que les logiciels open source, les logiciels libres sont disponibles. Et Linux, c'est quoi? Alors Linux, pas très compliqué à expliquer. Système qui ressemble à Windows maintenant et qui est totalement libre. Ah, Voilà. oui. Juste une petite précision, on dit GNU Linux parce que Linux c'est le noyau, c'est le cœur du système, mais il y a tous des logiciels autour qui ont été développés par un nombre incroyable de gens sous l'égide de la Free Software Foundation, et donc c'est ce qu'on appelle les logiciels GNU, GNU. C'est un beau nom en tout cas. Tu me demandes pas ce que veut dire GNU, je l'ai échappé belle, mon Dieu. Donc Linux et les logiciels GNU, c'est GNU Linux, et c'est un système d'exploitation complet avec des logiciels gratuits. Alors deux exemples aujourd'hui. Le premier, c'est Mozilla. Mozilla, toute une histoire. Au départ, sur Internet, pour aller sur Internet, il n'y avait pas beaucoup de navigateurs. Il y avait Netscape, il y avait quelque chose comme 90% de part de marché, ce qui n'est plus vraiment le cas pour l'instant depuis l'avènement d'Internet Explorer et sur Mac et sur Windows, même si sur Mac maintenant il n'est plus tout à fait disponible. Internet Explorer, c'est celui qui a principalement c'est celui qui détient le marché. 95% de part de marché, écrasant. Et ce logiciel a été distribué gratuitement par Microsoft, et donc Netscape n'avait plus vraiment de raison d'être puisqu'il fallait le télécharger, et quand on a un logiciel, pourquoi en télécharger un autre? Parce qu'à l'origine, Netscape était payant, il faut le rappeler. Tout à fait. Et puis Netscape aurait dû devenir Netscape 5, et AOL, qui a racheté ce logiciel, a dit un jour, eh bien, on va livrer le code source de ce logiciel et en faire Mozilla, qui est une suite de consultation et de navigation sur Internet totalement gratuite, totalement libre, avec évidemment d'autres logiciels qui sont réalisés à partir de ce code source. Et Mozilla est disponible maintenant avec toute une série de logiciels très intéressants qui sont un plus par rapport à Internet Explorer. Déjà, ça respecte les standards. Ça, c'est déjà assez important. Ensuite, vous avez un logiciel pour lire votre courrier électronique, aller sur les forums de discussion. Vous avez un éditeur HTML, ce qui peut être aussi intéressant pour faire de petites pages pas très évoluées. Vous avez un calendrier, donc un agenda, plein de fonctionnalités. Il y a même un client IRC. Tout à fait. Et d'autres logiciels que vous pouvez télécharger et qui s'annexent à ce logiciel, qui est donc totalement libre, totalement gratuit et tout à fait utilisable, et maintenant qui est aussi efficace qu'Internet Explorer ne peut l'être maintenant. Est-ce qu'il est aussi ergonomique, aussi facile d'utilisation? Sous Windows, on peut dire oui. Sous Linux et sous Mac, c'est un peu moins convaincant, on va dire. C'est-à-dire qu'il a sa propre interface et son propre look qui n'est pas toujours adapté à l'operating system que tu utilises, au système d'exploitation. Donc il n'a pas toujours le bon look, mais il existe plein de projets dérivés, parce que comme Mozilla est un logiciel libre, les sources sont disponibles, c'est-à-dire le codage du logiciel, tout le monde peut y accéder, et tout le monde peut le modifier, tout le monde peut le recompiler, tout le monde peut le mélanger avec son propre code, en quelque sorte, et on trouve donc des versions du code de Mozilla qui sont habillées au look de macOS ou au look d'autres interfaces que tu peux télécharger d'ailleurs sur le site de mozilla.org. Donc il y a des tas de versions. Mozilla, c'est tout un univers, c'est pas qu'un logiciel. Ah, okay.
Tout un autre univers aussi, c'est OpenOffice, qui est une suite de productivité. Alors on connaît tous Microsoft Office, 170 € pour les étudiants et pour les professeurs. Et il y a le petit bill qui est derrière ça. Exactement, 700 € pour les entreprises et pour les versions un petit peu plus intéressantes. Et un jour, une société qui s'appelle Star Division, qui est une société allemande, a vendu une suite de productivité qui s'appelait Star Office à Sun, qui est une grande société informatique. Aujourd'hui, le code source, un petit peu comme Netscape et Mozilla finalement, est disponible pour tous. Et une suite collaborative et une suite de productivité est née qui s'appelle OpenOffice, Open pour libre, pour open source bien entendu, avec toute une série de logiciels qui sont totalement compatibles avec Microsoft Office, sauf que ce logiciel est totalement gratuit et distribué sur Internet et disponible avec les mêmes formats et avec à peu près la même ergonomie sur tous les systèmes d'exploitation disponibles aujourd'hui. Alors on a un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, on va dire un Word, un Excel, un PowerPoint. Le seul petit élément qui n'est pas disponible dans cette suite, c'est un logiciel comme Outlook, qui est vraiment un manque dans cette suite, qui était disponible dans les versions précédentes de Star Office, mais qui n'est plus disponible maintenant dans Open et Star Office, qui sont un petit peu la version open source et Star Office la version payante avec du support proposé par Sun. On peut espérer qu'avec l'avènement des open source, les prix des payants vont baisser. Forcément, c'est une conséquence. Déjà, le prix de 170 € pour la suite de Microsoft Office pour Windows, maintenant, est une conséquence certainement de l'arrivée de ces suites qui sont beaucoup moins chères. Alors, l'avantage, c'est qu'on utilise des formats tout à fait universels. On peut par exemple sauver un document en PDF pour le lire avec Acrobat. On peut utiliser XML. On peut lire des documents Word, sauver en Word. Bref, on utilise la plupart des formats qui sont disponibles aujourd'hui dans l'informatique personnelle. Le seul petit problème, je dirais, c'est pour Excel. Si par exemple vous êtes une PME et que vous avez un logiciel de comptabilité qui utilise Excel, vous allez devoir transformer tout ce qu'on appelle les macros, qui sont tous les petits programmes internes à Excel et qui vous permettent de faire des opérations internes au logiciel. Mais en gros, ça reste vraiment l'équivalence, quoi. Exactement. Il est de toute façon possible de lire et de sauver des documents dans les formats Microsoft Word, Excel, etc. pour finalement dialoguer avec le reste du monde. Et c'est gratuit. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent des logiciels ? La plupart des gens n'achètent pas ces logiciels, la plupart des gens piratent, il faut dire les choses comme elles sont, piratent les logiciels Microsoft Office. Là, évidemment, avec OpenOffice, vous ne payez rien, c'est open source, donc vous n'êtes pas dans l'illégalité. Vous ne risquez pas grand-chose, cela dit. Et puis, il y a des programmes qui sont nécessaires pour certaines entreprises et certains particuliers qui développent. C'est Access, qui est une base de données et qui n'est pas présente dans OpenOffice, qui est présente dans d'autres suites, mais qui sont très onéreuses également. Et puis, il y a Outlook, qui n'est pas là non plus. Et puis, on peut dire que la suite OpenOffice a quelque chose d'un petit peu cheap, d'un petit peu austère dans sa forme actuelle, puisque si la version de Microsoft a bien évolué et épouse maintenant les systèmes sur lesquels cette suite est présente, on ne peut pas en dire autant d'OpenOffice qui a quelque chose d'encore un peu lourd et un peu austère, mais tout ça il va évidemment prendre de la maturité maintenant avec le temps. Tout cela va donc évoluer. En conclusion, vive l'open source, lâchez-vous, c'est gratos. Brice, l'île 2004, comme son nom l'indique, ça dure toute l'année. Ça continue toute l'année. Et Laurent Steen y est toujours. Il y est toujours et il nous a fait un reportage sur du vidéo art. Voilà, du vidéo art qui montre en fait des techniques qui apparaîtront peut-être dans le cinéma du futur. On se regarde ça tout de suite. Euralille, le centre commercial de Lille, accueille l'une des expos phares de Lille 2004, Cinéma du futur. L'idée de cette exposition, c'est de présenter les artistes qui bouleversent les relations entre le spectateur et le film, entre le spectateur et l'œuvre. Ce qui nous intéressait ici dans cette exposition, c'était de présenter des artistes qui échappent aux contraintes à la fois de l'écran et du montage. C'est pour ça que les œuvres qui sont présentées ici sont des œuvres qui sont ou immersives, c'est-à-dire donc l'image englobe complètement le spectateur, ou interactive, c'est-à-dire que c'est le spectateur lui-même qui construit le film, ou qui cadre le film, ou qui monte le film, ou qui déclenche les séquences des films, de telle façon qu'on puisse avoir des œuvres tout à fait ouvertes. Et c'est en cela qu'on employait le terme de cinéma du futur. Une quarantaine d'œuvres sont visibles, plus proches de l'art vidéo à proprement parler que du cinéma. Des propositions d'artistes fort différentes qui permettent aux visiteurs d'être confrontés à un état des lieux de la création en art audiovisuel. Esthétique, poétique ou politique, comme cette œuvre de l'artiste chinois Du Zhenjun, Cover,
ou quand le visiteur s'approche de l'écran cylindrique, l'image de l'artiste lui-même surgit pour cacher les images exposées. Autocensure, devenue parodie de la censure, qui est également une belle démonstration de l'interactivité intelligente. Le problème de l'interactivité, c'est que soit vous devez être extrêmement riche, ça c'est, ou il faut être extrêmement subtil. Parce que si vous faites juste un système genre je regarde par là et puis le visage qui est devant moi regarde dans la même direction, bon, ça devient très vite ennuyeux. Et je pense qu'il faut toujours laisser une grande part de mystère, parce que le mystère pour moi c'est aussi une des choses extrêmement importantes dans l'art. Et il faut que les interactivités restent mystérieuses. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'on contrôle, et puis d'autres fois, il y a quelque chose qui nous fait dire que c'est peut-être pas nous qui contrôlons. Et je crois que c'est une donnée très importante, justement, de cette relation entre le spectateur et l'œuvre. Cinéma du futur n'est donc pas qu'une succession d'écrans d'ordinateur, mais plus souvent des installations plus immersives comme ce Floating Memories de Tomohiro Sato, une boîte à images qui déroule sa mémoire visuelle sur un ruban photoluminescent quand le visiteur tourne une manivelle. Mais aussi les œuvres que l'on pourrait définir de cinéma solide de l'américain Gregory Barsamian. C'est un sculpteur, mais c'est un sculpteur qui utilise, lui, une technologie du pré-cinéma qui consiste à décomposer une métamorphose ou un mouvement en différentes phases, et chaque phase est mise en sculpture. Et là, donc, on se retrouve devant une sorte de film en relief, un film solide, et chaque sculpture est mise sur un manège, et le manège tourne extrêmement vite, et nous avons donc un stroboscope qui est synchronisé avec le mouvement, ce qui fait que chaque phase de la métamorphose d'une sculpture remplace l'autre à chaque coup de flash. Et on a l'impression d'avoir une sculpture qui se met à bouger ou à se métamorphoser, alors qu'en vérité, il s'agit bien de sculptures qui sont absolument immobiles normalement. Voici ce que la caméra voit quand elle filme normalement l'œuvre de Barsamian. Et voilà ce que l'œil humain perçoit, une autre forme d'interactivité, cette fois entre la technologie mise en œuvre et les caractéristiques de la vision humaine. La poésie est également au rendez-vous, avec cette œuvre de Dumb Type, où des corps sont étendus dans de longues dalles de verre. Quelquefois, ils s'animent, comme photocopiés par une machine géante. Les œuvres ici, certaines développent une narration, qu'elle soit linéaire ou complètement déconstruite, mais ce qui est important aussi, c'est que c'est l'idée du drame, c'est-à-dire qu'il y a des installations où, à un temps donné, eh bien, il se passe quelque chose et on sait très bien que plus tard ou avant, il s'est passé autre chose. Et c'est, je crois, une donnée extrêmement importante dans les installations qui sont présentées ici. Autre œuvre d'un japonais, Phénakistiscope, concept pré-cinématographique remis au goût du jour. Ces zoétropes hypnotisent le spectateur et permettent enfin d'imaginer une installation d'art numérique dans son salon. Technologiquement, il y a une grande partie des œuvres qui sont présentées ici qui auraient été impossibles il y a seulement 10 ans. Donc elles étaient possibles au niveau conceptuel, c'est-à-dire qu'il était envisageable, et d'ailleurs, comme je l'expliquais, on trouve des liens dans toute l'histoire, mais technologiquement, elles étaient impossibles, alors que maintenant, les capacités de ces senseurs permettent une meilleure adéquation entre le spectateur et l'œuvre. Des techniques qui permettent de tourner autour de sculptures qui n'existent pas, de déplacer des foules virtuelles attirées par la lumière d'un projecteur télécommandé, ou encore qui font s'envoler les journaux au passage des visiteurs. Ce qui est très important dans les œuvres qui sont ici, ce sont des expériences de l'ordre de l'individu. C'est-à-dire que personne ne verra le même film, personne ne verra la même œuvre. Et c'est, je pense, l'intérêt de cette exposition. Bref, rendez-vous à Lille 2004. Dépêchez-vous, Cinéma du Futur, c'est jusqu'au 22 février. Donc à un moment, il se retrouvait en caleçon blanc à pois rouge,
On reste dans la vidéo, mais avec des jeux cette fois, et Gilles qui nous apporte des petites choses. Et une petite séquence. D'abord, vous souvenez-vous de Ghost and Goblins? Ghost et Le Goblins. chevalier qui se promenait dans les cimetières avec son armure et tout ça. Attends, c'est sorti sur Commodore 64, Raphaël? J'en ai eu un, mon ami. Oui, Ah c'est un jeu qui avait fait grande impression au milieu des années 80 dans les salles d'arcade, et puis qui par la suite, J'allais y jouer à la mer, tu vois, dans les voilà, salles. dans les Luna Park, et puis après qui a été adapté sur toutes sortes de plateformes. Ça mettait en scène les aventures d'un chevalier barbu, équipé d'une armure, qu'il perdait au fur et à mesure de... Barbu, il avait des pixels grands comme ça, tu voyais à Oui, peine c'est sa vrai. barbe. Hein. Mais on devinait une barbe. Et ce qui était amusant, ce chevalier-là perdait son armure progressivement, que c'était un peu sa barre de vie. Donc à un moment, il se retrouvait en caleçon blanc à pois rouge, ce qui donnait un chouette décalage avec cet univers fait de goblins et de fantômes en tout genre. Et pourquoi tu nous parles de ce vieux jeu? Eh bien justement parce que presque 20 ans après, Capcom avait ressorti Maximo. Donc un jeu qui était sorti sur PS2 l'année dernière et maintenant sort Maximo 2, donc la suite du premier du nom. Voilà. Donc Maximo, ça reprend un peu la même formule avec un passage à la 3D. You need me, just use the coin. Maximo toujours répond aux mêmes critères, à son armure lui sert de barre de vie. Elle peut Et il se retrouve encore en slip Voilà. Est-ce qu'il a toujours un caleçon à pois rouge? Oui, c'est ça qui est amusant, parce qu'il y a une espèce de petite connivence qui se fait avec les vieux joueurs et qui plaît évidemment à ceux qui le découvriront aujourd'hui. Ça aussi le traitement graphique est beaucoup plus décontracté qu'à l'époque, évidemment, parce que maintenant on a plus qu'un pixel pour rendre un effet, donc c'est assez On voit cartoon. mieux les pois rouges. Voilà, on voit mieux les pois. C'est beaucoup plus tourné vers le cartoon léger. Alors maintenant, Maximo ressort en ce mois de février dans une nouvelle version qui quand même reprend les principes de la première, c'est-à-dire un jeu assez rythmé au niveau du tableau. Enfin, De la première, tu veux dire Maximo 1? Oui, Maximo 1. Ce qu'il n'y avait plus dans Maximo 1, et ici on ne sait pas encore exactement ce qu'il en sera, c'était son extrême difficulté. Évidemment, plus d'un joueur s'est arrêté. Un jeu duquel on n'aurait jamais passé le premier niveau, quoi. Voilà, il fallait, pour passer le premier niveau, connaître quasi le tableau par cœur. Et c'est ça qui avait créé un espèce de genre malgré eux, puisqu'ils avaient vraiment passé la barre très haut. Très haut, c'est qu'il fallait vraiment anticiper chacun des mouvements pour contrer. En fait, c'est le gameplay qui était mal Bon, mais d'un autre côté, ça faisait le charme du jeu. Ici, pour l'instant, la version qu'on a eue n'est pas encore complètement finalisée, mais c'est un jeu beaucoup plus accessible, ce qui fait le C'est un charme. bon jeu, le nouveau qui vient de sortir? C'est un bon jeu pour l'instant par rapport à ce qu'on en sait, dans le sens où c'est toujours le même principe d'évolution, Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on en dira. Et t'es venu avec un autre jeu de plateforme? Un autre, là on a repris plutôt la nouvelle génération des jeux, donc c'est Ratchet & Clank. Alors messieurs, parlez-nous de vos dernières aventures palpitantes. Eh bien, nous avons évidemment été très occupés. Après la défaite de Drake, les défilés, les conférences de presse, les bals costumés... Et le barbecue chez l'IA. Un jeu qu'on avait un petit peu éclipsé dans l'actualité parce qu'il y en avait énormément, donc le genre d'action 3D, plateforme. C'est un peu genre Jack and Dexter. Voilà. Et il est sorti sur quoi celui-ci? Sur PlayStation 2 aussi, également édité par Sony. Ce qui est amusant entre Jack and Dexter et Ratchet & Clank, c'est qu'il y a vraiment une grande rivalité de studios. D'ailleurs, dans les jeux de l'un et de l'autre, on retrouve des clins d'œil où on voit apparaître une photo et les personnages réciproques aux aventures passent leur temps à se moquer de ça. Donc c'est assez amusant. Le point fort de Ratchet & Clank par rapport à Jack and Daxter, c'est que c'est vraiment résolument tourné vers l'action, donc avec une panoplie de gadgets en tout genre. Il y a autant d'humour, il y a aussi de l'humour. Il y a de l'humour, mais c'est nettement moins attachant que dans Jack and Daxter, puisque ici, les personnages, on a un peu de mal à s'y attacher. Hier, j'ai nettoyé l'intérieur de mon radiateur. Mais il a de belles oreilles. Mais en tout cas, la réalisation est vraiment exempte de tout défaut. Le problème, c'est que c'est imprononçable comme jeu. Tu vois, à la cour de récréation, hey, t'as joué à Ratchet & Clank, tu vois, c'est difficile à prononcer. C'est clair que ça ne va pas contribuer. Mais tu ne vas plus dans les cours de récréation? Si, j'y vais encore, qu'est-ce que tu crois? C'est dangereux. Entre les heures de cours, qu'est-ce que tu fais? Je vais à la cour de récréation, Il faut croire que personne n'a besoin de héros en ce moment. En tout cas, c'est un jeu à recommander, puisque c'est vraiment une réalisation impeccable, énormément d'action, énormément de gadgets immédiats, un gameplay hyper travaillé, beaucoup plus direct que Jack and Daxter. Il y a des véhicules? Oui, il y a différentes phases de jeu, c'est justement ça le point fort de Ratchet & Clank, c'est qu'on ne s'embête pas. Je veux dire, c'est extrêmement rythmé, c'est nettement moins scénarisé que Jack and Daxter, mais ça en fait quand même un excellent. Tu passes très vite d'une action à une autre. Voilà, et c'est ça qui fait tout son charme. On te retrouve tout à l'heure avec d'autres jeux. Nous avons vendu très récemment en Belgique un MiG-21 de l'armée polonaise. Dominique, tu es venu nous parler de sites de vente aux enchères. Mais oui, dans tout ce qui est commerce électronique sur Internet, les ventes aux enchères représentent une grande activité. On connaît bien les grands sites qui vendent comme Amazon.com ou comme les librairies en ligne, mais les enchères, c'est une activité très très dynamique. Et rien qu'en Belgique, par exemple, on a
belle initiative qui s'appelle Yes.com, Yes avec 3 Z, qui est une initiative basée sur la région anversoise, mais qui fonctionne sur toute la Belgique. Yes a une grosse particularité. D'abord, ils vendent beaucoup de vin, beaucoup de voitures, mais aussi ils vendent pas mal d'objets au profit d'œuvres. Et quel genre d'objets est-ce qu'ils vendent? Eh bien, des sportifs offrent leurs maillots, des artistes offrent des objets fétiches, et tout cela est vendu pour des œuvres caritatives. Et il y a un autre grand site qui est il y a un eBay. autre grand site qui non seulement est actif en Belgique, mais est actif partout dans le monde, c'est eBay. Et on reçoit d'ailleurs monsieur Didier Benert. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça marche un site de vente aux enchères? C'est très simple. Nous permettons à chaque personne de venir s'inscrire sur eBay. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez mettre en vente votre voiture, votre PC, votre GSM. Vous en faites une photo digitale, vous décrivez l'objet, vous spécifiez le prix de départ et les conditions de vente. Et puis alors, d'autres utilisateurs comme vous et moi peuvent chercher l'objet et quand ils l'ont trouvé, proposer un prix. Et après un certain temps qui est défini par le vendeur, l'objet est adjugé au plus offrant. Donc on surenchérit, et puis à un moment, voilà. Et quand l'enchère est terminée, tout à fait comme une enchère classique, quoi. Exactement, et alors à l'issue, l'acheteur et le vendeur prennent contact l'un avec l'autre, et puis s'arrangent pour se payer et échanger l'objet. Et comment votre société se rémunère-t-elle alors Nous prenons une commission sur le prix de vente final, ainsi qu'un frais d'insertion, c'est-à-dire un frais pour placer l'annonce, qui est compris entre 10 cents et 1,50 €. La commission varie entre 1,5 et 5% du prix de vente final de l'objet. Et quel type d'objet est-ce qui est vendu? Quel est l'objet le plus insolite, par exemple, qui est vendu sur eBay? Alors on vend de tout sur eBay. On vend en Belgique par exemple une voiture toutes les 2h24 minutes, on vend une BD toutes les 8 minutes, un objet de collection toutes les 2 minutes. On vend des objets très insolites. Nous avons vendu très récemment en Belgique un MiG-21 de l'armée polonaise qui est parti pour 18 500 $. Et puis l'année passée, nous avions vendu un squelette de mammouth dans le Benelux, aux Pays-Bas, pour la somme de 105 000 €. Et donc j'imagine que des sociétés font appel à vous, puisque pour vendre un squelette de mammouth, c'est pas un particulier qui va acheter ça. Alors c'était un particulier qui le vendait. Ah oui. La plus grosse partie de nos clientèles sont des particuliers ou des très petites entreprises. Beaucoup de petites entreprises ou d'indépendants utilisent eBay comme canal de vente électronique et pour élargir leur champ d'action, puisque grâce à eBay, ils peuvent vendre maintenant aux États-Unis ou en France sans devoir se déplacer. Et donc, nous estimons aujourd'hui qu'environ 150 000 personnes vivent exclusivement grâce au commerce qu'elles réalisent sur l'un de nos sites dans le monde. Ce sont des personnes qui avaient un magasin et ont transféré leur activité sur Internet, ou bien aussi des retraités sans travail, des mères au foyer, qui utilisent alors eBay comme une source de revenus complémentaire au principal. Donc des gens qui vivent réellement grâce à la vente aux enchères. Absolument. Mais alors, ça veut dire qu'il faut former ces gens. Il y a des universités, il y a une banque, il y a une police. Comment ça se passe? Nous organisons assez fréquemment des universités eBay qui permettent aux utilisateurs d'apprendre à acheter et à vendre. Nous en avons eu récemment au Ezel avec environ 150 personnes qui ont assisté. Et on essaie d'organiser une fois par mois en Belgique. Et puis, le site lui-même est assez didactique. Donc, si vous allez site, vous pourrez très facilement apprendre à acheter et à vendre depuis votre salon. Et comment est-ce qu'on peut contrôler, est-ce que vous contrôlez ce qui est à vendre? Parce que sinon, moi je peux aller vendre un petit paxon de cocaïne, des trucs comme ça, aux enchères. Alors nous ne permettons bien entendu pas la vente d'objets qui sont illégaux, soit de la drogue, des armes à feu, ou aussi des copies d'objets sur lesquels il y a des droits intellectuels. Nous sommes en permanence à la recherche de tels objets et nous les retirons dès que nous les trouvons. Nous avons environ 400 personnes dans le monde qui sont chargées d'assurer la sécurité des transactions sur nos sites. Repères à chaque fois Exactement. Et le consommateur, comment il est protégé sur votre plateforme? Alors il est très bien protégé. D'abord, chaque utilisateur à l'issue d'une transaction peut donner une évaluation à sa contrepartie. Ça veut dire que ces évaluations sont publiques et inamovibles. Donc c'est un petit peu comme si vous rentrez dans un restaurant, qu'à l'entrée du restaurant il y a un panneau qui dit 30 personnes n'ont pas aimé la soupe ici. Sur eBay, vous pouvez savoir si une personne s'est comportée positivement dans le passé ou négativement. Deuxièmement, chaque consommateur est protégé contre toute fraude jusqu'à un montant de 200 €. Une franchise de 25 €. Donc vous achetez un objet, l'objet n'arrive jamais, nous vous remboursons la différence. Pour les objets qui sont qu'une valeur supérieure à 230 €, nous encourageons à faire appel à un tiers de confiance, qui est une société qui va sécuriser la transaction. Et puis nous avons ces 400 personnes et des investissements en technologie qui nous permettent d'identifier extrêmement rapidement des comportements qui seraient potentiellement frauduleux et de retirer les objets qui ne sont pas propices à la vente. Eh bien, merci d'avoir fait le déplacement. J'ai compté pendant cette séquence, il y a eu au moins 3 objets d'art qui ont été vendus. Merci.
On se retrouve avec notre test sur la musique, un peu de kitsch et des jeux. A tout de suite. Fiat Idea pour toutes vos vies. Découvrez la nouvelle Idea au salon ou chez votre dealer Fiat. Incroyable comme nos bonnes bactéries vous maintiennent en forme. Super, Prince! Maintenant plus rien ne peut m'arrêter. Plein de céréales avec un délicieux goût chocolat. Prince qui devient une force. Waouh! Et en plus maintenant, j'ai mes délicieux Prince Ministar. Dreft Noir s'expose. Même après des lessives répétées, grâce à Dreft Noir, le noir et les couleurs foncées le restent. Dreft Noir et les couleurs foncées sont toujours du plus bel effet. Dreft Noir, rien n'est plus sûr pour les noirs et les couleurs foncées. Moins 20%, moins 50%, et jusqu'à moins 70% sur les meilleures marques dans tous les départements. Des démarques sur autant de marques, c'est possible uniquement chez SKM. Venez vite, SKM sur l'A12, Boomse-Steenweg, Artselaar. Xavier est là. Alors on va parler d'art électronique, j'imagine. Oui, et à ce qu'on m'a dit dans la suite du reportage de Laurent Steen qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez que vous êtes futés, les garçons. Et on est aware. On va parler de l'interactivité du cinéma du futur. Et moi, je vais vous parler déjà du passé, parce que c'est vrai que même si on se demande maintenant ce qui se passera quand on ira au cinéma avec ces nouvelles images, ces interactions possibles. Pour savoir où on va, il vaut mieux savoir d'où on vient. Exactement. Et d'où on vient, c'est de ZKM, évidemment, à Karlsruhe, ce fameux musée des nouveaux médias, avec un dernier passage, une dernière visite et une dernière œuvre qui ressemble un petit peu à ce que vous avez derrière vous. Des plantes, des fleurs. Sauf que là, on peut y mettre les doigts et il se passe plein de choses. Et bien sûr, on retrouvera Bernard Serex qui va nous expliquer tout ça. Interactive Plant Growing est une installation interactive typique des années 90. Ici, l'utilisateur s'approche de 5 plantes réelles, naturelles, 5 plantes vertes et 4 plantes vertes et un cactus. Et en touchant ces plantes, c'est l'ordinateur qui va créer des plantes synthétiques, des images de plantes. Il va animer des plantes sur une surface de projection qui se trouve tout de suite devant l'utilisateur. Ici, les plantes elles-mêmes servent de capteurs, servent d'interface du visiteur avec le logiciel de l'ordinateur. Et en touchant avec votre main, il y a toujours un champ électromagnétique qui est toujours différent. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la plante va retransférer cette minime différence magnétique vers l'ordinateur. Donc l'ordinateur, il va faire de cela une image. Chaque moment est différent, chaque personne est différente. On ne pourra jamais créer 2 fois les mêmes images, le même jardin d'hiver, si on peut dire. Le cactus que personne n'aime toucher parce qu'il a vraiment des piquantes sert pour effacer
l'image des autres plantes. Il y a beaucoup d'œuvres de ce type-là qui ont un sens d'humour. Ça s'affiche difficile d'accès, ça s'affiche d'être très sérieux, mais il y a toujours une partie d'humour parce qu'il faut bien sûr voir que toutes ces technologies sont aussi liées aux technologies qu'on emploie à la télévision, à la vidéo, dans les mass médias. Instant Plant Growing, donc attention aux cactus. Et donc, si vous voulez y aller au ZKM dans ce fameux musée, ben c'est à Karlsruhe, c'est pas si loin d'ici, c'est à 5 heures de route. Hein, ça dépend de quelle voiture, évidemment. 120. Avec la voiture de Brice, 5 heures de route, on va dire. Et donc, il y a une adresse. Ne le dites pas, j'attends, j'ai peut-être un PV. Ah oui, c'est ça. Une adresse ZKM, puisque c'est en Allemagne. Voilà. Vous avez aussi une alchimie qui fait que les deux genres se nourrissent mutuellement. Yves, tu es venu avec une interview. Oui, l'interview de Thorsten Robske. C'est qui Thorsten Robske? Eh bien, c'est le responsable de la qualité chez Phenomic Studio. Et donc, il est venu nous parler de ce pari audacieux qui est de réussir en un seul jeu à rassembler à la fois les mécaniques d'un jeu de rôle et d'un jeu de stratégie. Eh bien, on se regarde tout de suite cette interview. Nous avons été sots. Depuis toujours, les jeux de rôle et de stratégie en temps réel font bande à part. Le seul sot ici n'est autre. Aujourd'hui, un jeu hybride tente de concilier les deux genres sur PC. The setting of Spellforce is that it's taking place in a fantasy world. Spellforce se déroule dans un univers fantastique, dans les romans ou les films d'heroic fantasy comme Le Seigneur des Anneaux. Avec des elfes, des humains, des nains et toutes les créatures que l'on retrouve habituellement dans ces histoires. Nous avons divisé ce jeu en plusieurs niveaux. Chaque niveau comporte des caractéristiques différentes. Certains sont plus orientés jeu de rôle et d'autres sont plutôt stratégie en temps réel. Partout sur une carte et explorer le niveau sans jamais devoir se battre. Par contre, sur d'autres niveaux, vous avez des batailles qui ne peuvent être gagnées sans l'aide de centaines de guerriers. Il y a 3 vues disponibles dans ce jeu, ce qui permet de choisir la vision la mieux adaptée à la situation. D'abord la vue du dessus, où l'on voit tout d'en haut. Ça donne un effet de 2 dimensions, mais ça permet une vue Ensuite, vous avez la vue isométrique, où l'on descend un peu plus bas vers le sol, ce qui permet de voir plus loin vers l'horizon et les montagnes. Et enfin, vous avez la vue à la 3e personne, qui vous place juste derrière votre personnage. Celle-ci vous permet de contrôler le héros avec le clavier. Même dans les grandes batailles, avec plus de 30 guerriers, vous pouvez vous mettre dans la perspective de votre héros. C'est une immersion au milieu du combat. Vous n'êtes pas un témoin perché comme un dieu sur son nuage, vous êtes au cœur de l'action. Comparé à un jeu de stratégie pur et dur comme Warcraft, Spellforce apporte un aspect jeu de rôle qui change la façon de jouer. Dans Warcraft, tout va vite. L'important, c'est l'action. Dès la première minute, vous pouvez créer une bataille. Tandis que dans Spellforce, vous devez d'abord trouver les terres qui vont vous permettre la création d'unités et de bâtiments. Donc tout le jeu va tourner autour de cette quête. C'est comme et jeu de stratégie en temps réel. Tout ce que vous voulez construire doit d'abord être trouvé. Quand vous quittez un niveau pour un autre et que vous revenez quelques heures plus tard, le temps s'est écoulé dans le niveau que vous avez laissé. Et pendant ce temps, de nouvelles créatures sont apparues, ce qui fait que vous pouvez rejouer au niveau indéfiniment et ainsi continuer à travers les combats.
Alors Spellforce, un tour de force réussi ou un pari un peu raté? Indiscutablement, c'est un tour de force réussi. D'une part parce que c'est vraiment les tout premiers qui le font. On avait déjà vu auparavant dans d'autres jeux de stratégie l'intégration de héros qui saupoudraient un petit peu le jeu comme ça d'un petit côté jeu de rôle. Mais pas avec la personnalité évolutive du personnage. Si vraiment une étape supplémentaire et le jeu débute vraiment comme un jeu de rôle avec création de son avatar, avec des points d'expérience qu'on attribue en fonction de l'aventure, des personnages non joueurs qu'on rencontre, des quêtes multiples, une petite équipe Toi, tu as joué à ce jeu? Oui, oui. Et donc c'est vraiment bien parce que tu commences ainsi le jeu en tant que jeu de rôle et puis au fur et à mesure tu te rends compte que tu ne vas pas pouvoir continuer si justement tu n'arrives pas à développer un village, un camp qui va te permettre d'avoir énormément de troupes pour affronter des armées qui te barrent un peu la route si tu veux dans ton tu changes de jeu en quelque sorte et tu passes de jeu de rôle à jeu de stratégie. Donc ça c'est le premier point qui fait que vraiment c'est une réussite. Maintenant il y a une deuxième chose, c'est à savoir c'est justement le fait qu'ils aient réussi une alchimie qui fait que les deux genres se nourrissent mutuellement. Ainsi dans le jeu de rôle, eh bien, tu vas récupérer certains items qui vont te permettre d'équiper justement les troupes que tu as construites dans le jeu de stratégie. Et inversement, c'est les personnages du jeu de stratégie qui vont te permettre justement d'avancer un petit peu plus loin dans tes quêtes et aller justement partie de ton équipe en tant que rôle. Quoi. Donc tu gères plein de personnages en même temps? Tu gères à la fois une petite équipe et à la fois vraiment parfois jusqu'à des dizaines et des dizaines de chevaliers qui t'accompagnent dans certains moments du jeu, certaines phases du jeu. Alors quand on regarde les spécifications, il faut une config solidement musclée pour jouer à ce jeu. Oui, il faut quand même mieux avoir, je dirais au minimum une GeForce 3 pour être à l'aise. Parce que là il part de DirectX 9, donc c'est vraiment, la qualité d'image doit être extraordinaire. Oui, c'est vraiment très beau, vraiment un jeu à un grand public, non seulement parce qu'il est très très beau comme tu dis, mais en plus parce qu'il est très abordable et qui permet justement à des gens qui ne connaissent pas ces deux genres de découvrir, de goûter un peu aux deux et de voir un peu ce qui leur plaît. Inversement, c'est aussi un jeu qui peut intéresser justement des aficionados mais qui ont un esprit relativement ouvert parce qu'il faut dire ce qui est, ce n'est pas super difficile, justement ce n'est pas Warcraft 3 où justement un fan de jeux de stratégie va pouvoir se donner à fond dans son art, mais qui va devoir justement un petit peu être un peu plus ouvert à un côté jeu. Du coup, moi je vais essayer. À bientôt. Bon, Brice, tu sais que maintenant on peut mixer, enfin les DJ peuvent mixer sans prendre tous leurs disques avec eux. Oui, il y a un truc MP3 qui s'appelle Final Scratch qu'on avait présenté avec Vincent Cailleux, avec 2 disques vinyles que tu poses sur tes platines et qui pilotent ton ordinateur. Mais là, tu dois encore avoir les platines avec toi. Et puis ça coûte très très cher. Avec ce petit truc-ci, 250 € et tu as les platines sur l'écran. D'accord, donc tu pilotes ton portable. On va voir la démonstration tout de suite. Welcome et bienvenue ce soir dans la grande discothèque Cybercafé Brice. Spécial dédicace. Tu as plein d'effets. Par exemple, tu as envie de scratchouiller un petit peu. Tu peux ralentir ton disque, tu peux le relancer. Avant, tu étais obligé d'aller prendre ta souris, d'aller chipoter. Maintenant, tout est à portée de main. Tu choisis ton cue, tu le mets où tu veux. Tu as le crossfade. Hop, tu le lances et tu l'amènes tout doucement, beaucoup plus subtilement que ce que je viens de faire. Et voilà, tu mixes chez toi. Des petits effets, tu aimes les effets. Un petit flingueur que tu peux modifier toi-même. Le flingueur, tu en veux plus, moins. Tu as également la possibilité de faire des boucles. On va virer le flingueur, hop, voilà. Tu descends en boucle. Hein, c'est très samedi soir ça. Alors là, tu as tous les morceaux que tu as en MP3. Il faut du bon MP3 pour ressortir un bon son. Tu peux aussi jouer avec ta souris, et c'est le gros avantage, t'as plus à t'emmerder avec la souris, tu as tout ici. Si tu as envie, tu scratches, tu insères l'autre, tu t'amuses. Tu vois, tu peux même faire un peu dédiqué, à l'époque, le faisait comme ça. Dédiqué, à l'époque, il faisait comme ça. Alors, les autres avantages. Vous avez le mode DJ et vous avez le mode 5.1 parce que je sais que vous êtes nombreux à lire des DVD sur vos laptops. Hop, voilà. Vous allez me dire oui mais comment ça fonctionne? Comment on branche tout ça? Très simple.
USB, mais ça bouffe par contre les batteries de votre portable. Ici, vous avez tout en kinch, en jack, même en fibre optique, et vous pouvez brancher un petit synthé, MIDI, quelque chose qui vous permet de faire vous-même votre musique. Atari n'est donc pas encore tari. Atari n'est donc pas encore tari. Gilles est de retour avec de nouveaux petits jeux dans sa besace. Oui, on va un peu faire le point sur les nouvelles licences d'Atari en cette fin d'année, puisqu'une licence c'est toujours un peu qui tout double. La source d'Atari n'est donc pas encore tari. Non, hein, non. Il y a de la réserve. La première, ce sera puisqu'on peut dire que c'est ça qui a créé le jeu de rôle et tout ce qui s'en est inspiré. De l'œuvre de Tolkien, comme Le Seigneur des Anneaux, qui est à l'affiche pour le moment. Voilà. Donc le premier jeu s'appelle Heroes. Ramazzotti. On va pas s'en sortir là, les gars. Mais donc, Heroes, ça reprend évidemment le principe du jeu de rôle classique. Hein, donc on fait de Donjons et Dragons. Hein. Donc on passe son temps dans des cavernes à faire du hack and slash. Des monstres, quoi. Voilà. Alors, des dragons. On a également un personnage, un chevalier, un prêtre, enfin toutes les classes de héros proposées. Ici on a la réalisation est pas mal. Bon, on va pas plus s'attarder que ça sur le jeu. C'est pas un jeu à retenir vraiment ou quoi? Bah, c'est un peu un jeu moyen, on va dire, parce qu'il y a eu pas mal d'autres jeux dans ce genre-là en la fin de l'année dernière. Ouais. Et donc la concurrence a fait que ce jeu-là est un petit peu éclipsé. Et il est sorti sur quoi? Sur Xbox. Ouais. Les autres projets ont d'ailleurs été annulés. On va passer au suivant alors. À une nouvelle licence beaucoup plus intéressante, qui est la licence Magic. Donc comme les cartes Magic, comme les fameuses cartes à jouer. Il y a plus de 3000 cartes. D'ailleurs, quand tu vas à des salons de jeux vidéo, tu as carrément des coins entiers du salon avec plein de tables et des quêtes qui sont en train de jouer. Ouais, donc c'est des cartes que tu joues. Oui, c'est un jeu. Il y a un succès mondial, que ce soit dans les salles de jeux, dans les cours de récré. On passe d'abord pour jouer à ces fameux jeux de cartes, on achète d'abord un deck de base, comme on appelle ça. On collectionne des cartes. Le but est de développer des sorts, d'avoir des cartes plus complexes et de faire un face-à--face façon bataille. Donc, il y a un autre but, c'est de faire aux gamins acheter des cartes. Aussi. La peau des qui deviennent de plus en plus rares. Donc on s'était dit à l'annonce de cette licence, mais comment est-ce qu'ils vont réussir à transposer un gameplay en 3 dimensions? Donc là justement... Ça a déjà été fait, en tout cas j'ai ça sur mon ordinateur, un jeu avec des cartes comme ça. Tu sais, c'est le jeu de base en Windows. Oui, ce garçon est désespérant. Mais... I look forward to showing you what I can do. Your death will give me great pleasure. Non, donc Magic ici passe en 3D. Dans mon P800, j'ai Bon les gars, moi je passe mon temps à amener des super jeux, sinon la semaine prochaine... Mais si revient avec tes on va chroniquer, on va faire Excel la semaine prochaine. On parle pas assez des jeux de cartes. Comment on peut passer de ces jeux de cartes aux jeux vidéo? Oui, bien justement, ça ressemble à une espèce de jeu de combat. Une sorte de bataille, quoi. De bataille à la Soul Calibur, donc un personnage à gauche, à droite, avec quand même un espace propre et délimité à chacune des partout, on passe au temps réel, on choisit un personnage qui a un style de combat propre avec soit, on va dire, bon ou mauvais, et on passe son temps à envoyer des sorts à l'aide de commandes du pad à la figure de l'adversaire. Ce qui est pas mal ici, c'est qu'on se retrouve finalement avec une adaptation très très libre. Au départ, moi je m'étais dit, ce jeu-là me va absolument... Ouais, ça avait l'air un peu de genre Street Fighter, quoi. Les mecs sont en face de l'autre. Mais c'est pas temps réel, en fait. Tu décides de l'action que tu vas faire et ton personnage exécute en quelque sorte avec un décalage. On passe son temps à commander des sorts, à les envoyer le plus vite possible, à faire grandir ces créatures, à vraiment développer des stratégies et finalement ça donne une belle surprise. I look forward to showing you what I can do. My magic is supreme. Watch and learn. Évidemment, on risque là de perdre les fans purs et durs du jeu, puisque c'est vraiment très très libre, mais d'un autre côté de gagner pas mal de gens qui ont été un peu rebutés par l'aspect. Est-ce qu'on peut jouer en réseau?
son temps à faire ses armes. On peut jouer par Internet? On peut jouer sur le Xbox Live, il y a également une version PC de ce jeu-là. Donc là, ça prend toute une autre dimension, puisqu'on aura au préalable passé son temps à développer des sorts et à faire évoluer le personnage qu'on a choisi, donc la classe. Et là, ça donnera lieu sur le live à des affrontements beaucoup plus rythmés. Donc ça donne on peut jouer à combien de joueurs en même temps dans une partie? C'est l'un contre l'autre. C'est deux joueurs. Donc c'est un face-à-face, c'est un duel. Ce qui est assez perturbant quand même, c'est que c'est très très rapide. Là, on exit le côté bataille et tour par tour. Stratégie le plus vite possible, même jusqu'à quasi perdre le fil de l'action de ce qu'on envoie comme sort dans le terrain adverse. Donc on est un peu centré sur son personnage en disant je vais créer tel personnage, je vais lancer tel sort et ainsi de suite, sans vraiment voir les personnages qu'on envoie sur le terrain adverse pour aller anéantir le magicien adverse. Et donc tu peux créer tes personnages toi-même on incarne une espèce de prêtre ou de magicien qui peut créer des créatures, un gobelin, une sorte de Merlin. Voilà, et il y a différents pour ce face-à-face. Donc c'est quand même une belle surprise puisque les licences... Un jeu que toi tu retiens en tout cas. Oui, c'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu en tout cas rafraîchissant, fun, nerveux, rapide. Et puis c'est neuf comme gameplay. C'est neuf, et ça, venant d'Atari, c'est une bonne chose, parce que c'est une licence quand même. Mais Atari n'est pas complètement Atari. Non, mais ils se sont dit évidemment, si tous les joueurs de cartes au niveau, pouvaient passer sur Xbox, là on entendrait les pièces tomber pendant pas mal d'années, là c'est sûr. Mais bon, il faut voir si ça va plaire. Aux chambres plus petites et des jeunes enfants. Run wild. Olivier avec un peu de kitsch. Salut les boys, et ce soir, eh bien, une sélection complètement kitsch, disco, enfin c'est le délire, faut s'y aller. Hein? Whiz. Whiz. Mais heureusement, il y a Sheila qui remet l'ambiance. Je crois que tu as des potes qui ont des groupes d'ailleurs. Ouais. Eh bien, dans les 70s, pour avoir un groupe vraiment... tu vois. Un peu Beatles, quoi. Un costume de scène. Ils avaient tous des costumes de scène en velours. Voilà, des strass. Mais il faut absolument que du plus petit au plus grand, les Dalton, peu importe, tout le monde doit être habillé de la même manière. Donc là, il y a un site perso qui présente toutes sortes de photos, des collections d'albums scannés, tu vois, des pochettes des têtes de 45 tours, tu vois, des mecs avec des groupes en pleine prairie, avec les grandes pattes d'aigle. Gros cheveux. J'ai je crois pour la plupart. Des glus, flûtes, putsch. Exactement. Et donc si tu veux, ça c'est, je trouve que c'est un élément important pour passer un bon groupe, quoi. L'image est importante du groupe. Exactement. Il y a un autre site qui est Kitschland. Je ne sais pas si... moi je ne connaissais pas Kitschland. Tu connaissais pas? Non. En fait, Kitschland, c'est vraiment un hommage total au kitsch et à la musique. Et donc là, pour l'instant, on est en pleine période nostalgie, c'est Jérôme. Et donc, voilà. Qui nous a quittés. Si tu veux, pour l'instant... Enfin, il a laissé une œuvre quand même. Voilà. Et quelle œuvre? Et ce site souhaite, si tu veux, en quelque sorte, porter un hommage à ce chanteur. Et donc, tu arrives là. Mais heureusement, il y a Sheila qui remet l'ambiance. Sheila and the Bee Devotion. Voilà, Dalida, et tout ça en flash, vraiment une chouette petite anime, et tu es plongé complètement dans l'univers kitsch de ces chanteurs, quoi. Exactement. Et alors, c'est souvent des chanteurs français, hein. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qui va nous toucher le plus. Mais là où je me suis posé une petite question, tu vois, en regardant tout vu notre âge, entre nostalgie et kitsch, tu vois, la frontière... Non, mais qui sera kitsch de notre génération? C'est ça qui est intéressant de savoir. Mais là, on déjà. Hein, voilà, c'est ça. Par exemple, Goldman, je sais pas, des mecs pareils. Là, tu vas te faire scalper par ma sœur. C'est un ringard, je m'en tape. Mais si tu veux, tu as le site Bi des musiques, très connu. Oui, on peut retrouver. Un outil de travail très important en radio. Voilà, et il y a le top 50 hebdomadaire qui te présente, donc, si tu veux, les tubes les plus kitsch. D'ailleurs, j'en ai imprimé ici. Corbier. Ah oui, Corbier. Il jouait avec Dorothée, tu sais, le barbu. Oui, je sais qui c'est. À ne pas rater, tous les mercredis. Et tu sais comment s'appelle son tube? Sans ma barbe. Sans ma barbe. Quelle barbe. J'ai quand même eu du mal à retrouver des... Attends, il y en a un qui est pas mal, c'est Patrick Topalov et Sim, qui faisait Où est ma chemise grise? Vas-y. La version de Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Comme dans Grise. Il y a des trucs, Lou and the Hollywood Bananas, du bon belge. Ah, il y a du belge aussi, c'est pas mal.
qui vit en Thaïlande en ce moment. Ouais. À savoir, il a Il y a un truc de Dalida que j'ai jamais entendu, Capitaine OVNI, de Dalida. Pourtant, Dalida, tu connais, t'en as plein, toi. J'en ai plein, j'ai la collection intégrale. Amanda Lear, mais ouais, c'est aussi, c'est du bon. Et donc, en fait, Bi des musiques, c'est quoi? On peut entendre ces morceaux? Oui, en réalité, si tu veux, tu as effectivement le top 50 avec les liens, MP3, etc. Mais le plus fort du site, c'est que tu as carrément ta petite radio. Tu peux faire jouer dans iTunes ou dans ton player. Ouais. Et donc là, tu entends toute la journée que des bides. Ce top 50, il est les voter, mais oui, c'est effectivement la cote de popularité selon le site, mais je pense qu'il y a toutes sortes d'outils, de pôles, et alors eux-mêmes, tu sais, rajoutent, puisque ce sont tous des tubes passés, évidemment, mais il y a des tubes aussi, par exemple, là, je vois Les Inconnus, c'est quand même à la base un foutage de gueule, quoi, leur truc. Il y a vice versa, Telex, leur version. Ça dépend, si tu. De Clock, voilà, aussi, on parle de kitsch cette semaine, mais je veux dire, tu peux aborder la chose de différentes manières. Si tu es un peu nostalgique, justement, voilà, quelque part pour toi, c'est un top 50 de la nostalgie. Des vieux beats qu'on écoutait dans les années 80, tu vois. Ça dépend, moi je connais des radios qui ne sont pas la RTBF où on a que ça. Hein, c'est vrai, mais est-ce qu'ils font des top 50 Non, je pense pas, ils osent pas en fait. Hein. Heureusement que le web est là. Hein. Ouais. En tout cas, dedans, je sais pas si vous connaissez Shake. Ça, si vous connaissez pas, moi je vous apporterai des disques. Le mec, il avait les cheveux jusque-là, s'habillait en peau de mouton, tu vois, avec un gros médaillon. Et le titre du morceau, rien n'est plus beau que l'amour. Attends, mais celui qui a fait des paroles incroyables. Et tu sais qui écrivait les paroles de Shake? C'est non, la chanson. Qui écrivait les chansons. Tu sais que Pascal Sevran, c'est un très bon auteur. Ah oui, pour Dalida aussi, il a écrit des tas. Oui, tout à fait. Et bien voilà. De quoi sans kitcher exactement, les nuits entières de son PC à fond les manettes. Bon, Brice, comme à chaque fois, il faut que ça se termine. Oui, les meilleures choses ont une fin, Cybercafé y compris. Par contre, dans Cybercafé, il y a... Chaque fois aussi, il y a les jeux, les concours. Voilà. C'est le moment des concours. Alors cette semaine, nous n'aurons qu'un cadeau, mais un super cadeau en 5 exemplaires. C'est il y aura d'abord 5 exemplaires du jeu pour CD, pour PC, sur CD, pour PC. Donc, si vous n'avez pas de PC, ne jouez pas. 5 exemplaires, mais en plus, il y aura 2 exemplaires pour chacun. 2 exemplaires du jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui permet de jouer sur table, des jeux de stratégie, les règles sont en ligne. Mais alors le truc qui tue, c'est le calendrier. C'est le calendrier. Le calendrier qui comporte essentiellement des femmes. On peut entendre les jeunes femmes qui disent « Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, c'est Brice !» Il y a plein de super bombas à mettre dans votre chambre si votre père n'y fait pas souvent un tour. Voilà, mot de passe cette semaine, Manon. Voilà. Ouais, c'est terminé, oui, bien, hein, Raphaël. Alors, on est cette semaine au Théâtre Marny. On les remercie de nous avoir accueillis. Alors, se jouera à partir de vendredi prochain Lolita, d'après Nabokov, qui se jouera jusque... Je te conseille Lola de Nabokov, si tu veux. Il faut que tu me le prêtes. Oui, il faut que je le prête. Ça se jouera donc jusque fin janvier. Et ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Recevez directement via SMS tous les résultats de la Ligue Jupiler. Pour les résultats du week-end,